Bonsoir. Dans toutes les religions du monde, il y a une phrase que l'on entend quand on perd un être cher, paix à son âme. Eh bien, c'est une phrase que certains hommes ne veulent toujours pas entendre, ne veulent toujours pas comprendre, des hommes qui ont profané ici, dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs dizaines de tombes ici, dans le cimetière juif de Carpentras. La gravité de leur acte nous a incités à nous déplacer et à vous présenter en direct du cimetière une édition spéciale du 19-20 grâce à notre station de Marseille et à toutes les équipes de la 3, celles de Paris et de Marseille. Nous sommes ici devant le cimetière de Carpentras. La porte est fermée depuis 16h30. Elle le sera pendant le Shabbat, jour de repos, de recueillement et de prière pour les vivants, jour de paix pour les morts. C'est une tradition que nous avons tenu à respecter. Nous ne sommes pas entrés dans le cimetière. Ce n'est peut-être pas le moment de brusquer une communauté juive encore sous le choc. Reportage de Marie-Odile Pagnès et de Jean-Michel Destan. La douleur, l'incompréhension. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y bien, allez-y. Pleurez, monsieur Benassa. Allez-y, allez-y. Cette nuit du 8 mai, leurs morts ont été tués une seconde fois. Alors, malgré la tradition qui leur interdit de fouler le sol du cimetière entre la Pâque et la Pentecôte juive, ils sont venus ici, se recueillir, exprimer leur chagrin jusqu'à la violence. C'est mon mari. C'est mon mari qu'on a empalé. C'est mon mari, il n'y a même pas 15 jours qu'il est mort, alors. Même pendant l'occupation que j'étais à Paris, c'est pas arrivé des choses comme ça. De déterrer un mort et l'empaler. Mais il faut les empaler à leur tour, vivants, il faut les empaler. Dimanche, le grand rabbin de France et les plus hauts dignitaires célébreront un office à la mémoire des morts bafoués. Face à l'horreur et à la barbarie, la communauté juive veut opposer la dignité. Comprendre, tenter de comprendre la folie d'un tel acte, c'est la volonté de la communauté juive, c'est la volonté de la classe politique. Nous allons y revenir dans un instant. C'est aussi la volonté des policiers qui ont commencé à enquêter. Nous avons comme invité le ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, qui se trouve à Paris. Avant de dialoguer avec Pierre Jox, je vous propose de regarder le reportage de Dominique Gonneau et de Philippe Barre sur les premiers pas des policiers sur leur enquête. Reportage. 2 jours après la découverte macabre faite par 2 femmes venues se recueillir au cimetière de Carpentras, l'enquête policière n'a pas l'air d'avancer, même si ce soir un jeune skinhead interpellé à Avignon est actuellement gardé à vue. Les seuls indices restent toujours les 4 empreintes de pied relevées par les policiers de Carpentras. Depuis, une information judiciaire a été ouverte. Le parquet a été confié l'affaire au SRPJ de Montpellier qui ce matin se mettait en quête de nouveaux indices. Si la profanation des 4 tombes n'a toujours pas été officiellement revendiquée, les policiers s'intéressent pourtant à un mystérieux coup de téléphone reçu ce matin par le quotidien Vaucluse Matin. Une revendication est arrivée par téléphone anonyme ce matin dans une agence de Carpentras, une agence de presse, Vaucluse Matin, au nom d'un groupe Mohamed El Boukina, revendiquant l'opération conduite contre le cimetière israélite de Carpentras, sans plus. Et cela, l'interlocuteur avait une voix arabe, semble-t-il très prononcée, d'après la personne qui a reçu l'appel. C'est tout ce que je puis vous dire. Il y avait un texte qui s'accompagnait Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Est-ce qu'il y avait un texte qui accompagnait la revendication? Non, non, du tout, mais tout ça sera exploité sans aucun doute par les collègues du SRPJ de Montpellier qui enquêtent sur cette affaire. Vous avez pas froid? Je suis anglais. Monsieur, En attendant des résultats concrets, la tension monte au sein de la communauté juive vauclusienne. En fin de matinée, un homme casqué et cagoulé a même été pris à partie par la foule. Ressortissant britannique, son tort était d'être un simple d'esprit et d'être là à un moment où la foule avait besoin d'un exutoire. Monsieur Jox, bonsoir. Vous êtes à Paris, nous sommes à Carpentras. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous avons entendu hier, nous avons entendu votre première réaction. Là, je m'adresse au ministre de l'Intérieur. Avez-vous de nouveaux éléments? Mais vous savez bien, Paul Amar, que les éléments d'une enquête menée par la police judiciaire sous le contrôle de la justice n'ont pas à être révélés. Et le fonctionnaire que vous venez d'interviewer vient de commettre une faute professionnelle. C'est la justice qui doit punir les coupables. La police l'aide, et pour l'aider, elle a besoin de secrets. L'arrestation du skinhead vous semble plausible, crédible? Je vous répète que dans une affaire comme celle-là, les fonctionnaires de la police sont extrêmement motivés pour trouver les coupables. J'ai vu ceux qui étaient sur place
au cimetière de Carpentras que vous avez vu vous-même aujourd'hui. Et l'horreur des faits, la violence qu'elle révèle, fait que les fonctionnaires et les magistrats qui sont chargés de cette enquête l'amènent comme ils le doivent, c'est-à-dire en respectant les règles professionnelles qui supposent le secret. Je m'adresse maintenant à l'homme politique que vous êtes, Monsieur Joxe. Qui est responsable? Qui est responsable des actes eux-mêmes? Ce n'est pas un homme politique qui peut vous le dire, c'est un magistrat ou des magistrats qui auront à en juger en fonction de ce que nous aurons pu trouver. Vous avez compris le sens de ma question. Est-ce qu'il y a des hommes politiques? La responsabilité morale de ceux qui diffusent des idées racistes, mais la responsabilité morale de ceux qui n'ont peut-être pas assez lutté contre le racisme. Moi-même, je suis prêt à assumer la responsabilité d'avoir toujours lutté contre le racisme, mais pas assez. Lorsque nous avons pensé qu'il fallait diffuser dans les écoles des enseignements pour attirer l'attention des jeunes sur les dangers du racisme, peut-être que nous ne l'avons pas fait assez. Je pense que lorsque le président de la République dit que les Français doivent se ressaisir, il s'adresse à tous les Français, ceux qui peuvent avoir des inclinations à se laisser aller, à exprimer des sentiments racistes, qui doivent se ressaisir, et aussi tous ceux qui sont des démocrates et qui pensent qu'il faut lutter contre le racisme et qui doivent tous se dire comment faire pour que de telles idées ne se développent pas en France et pour que là où elles apparaissent, elles soient combattues par les idées. Comment faire pour faire retomber suffisamment de honte sur ceux qui diffusent ces idées dont on se souvient, en tout cas ceux qui étaient enfants ou adultes, a fortiori pendant la guerre, savent que le racisme, l'intolérance peuvent conduire à des crimes épouvantables. Il faut lutter contre ces idées. Il y a des silences lourds de sens. Vous avez cité ce matin le nom d'un homme politique, Jean-Marie Le Pen. Est-il dans une certaine mesure responsable, indirectement? Qui peut penser que les discours racistes soient innocents? Merci, Monsieur Joxe. Comprendre, tenter de comprendre, nous avons nous aussi tenté de le faire. C'est le reportage de Nathalie Darrigrand et de Aimé Poupard qui se sont rendus dans la ville de Carpentras, aujourd'hui à 2 pas d'ici. Une ville tranquille où la communauté juive est parfaitement intégrée. Et là, on ne comprend pas. Reportage. 7 h ce matin, le marché s'installe en plein centre-ville comme tous les vendredis. Carpentras est tranquille et pourtant, ce soir, toute la ville ne parle que des tombes profanées. C'est scandaleux, quoi. Ce qui s'est passé, c'est des choses déplorables. Catastrophique. Horrible. C'est ignoble. Ça me rappelle il y a 45 ans. J'étais encore jeune, mais enfin, je ne l'ai pas oublié. Il faut vraiment pas être humain. C'est surtout ça. L'indignation est unanime et d'autant plus forte qu'ici, la cohabitation entre les différentes communautés s'est toujours bien passée, et notamment avec les 80 familles juives qui habitent la ville. C'est la consternation, c'est le dégoût, c'est la colère, c'est la honte. La communauté juive est une communauté totalement intégrée. Ils sont ici depuis, on l'a dit, depuis le XIIIe siècle. Il y a des familles qui sont carpentrassiennes depuis plusieurs centaines d'années. Bon, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ni ghetto, ni exclusion, ni racisme, pas plus qu'ailleurs, répondent les Carpentrassins. Ici, comme dans tout le sud-est de la France, le Front National est bien implanté, mais jamais de manifestations violentes ou racistes n'ont eu lieu auparavant. Ce soir, le conseil municipal tient une réunion extraordinaire pour réaffirmer son soutien à la communauté juive. Cet acte commis ici à Carpentras est spectaculaire, c'est la raison pour laquelle nous diffusons cette édition spéciale. Mais il faut savoir que dans les dernières semaines et derniers mois, d'autres profanations ont été commises dans d'autres cimetières juifs. Claire Sébastien. Y a-t-il une France de l'antisémitisme et des périodes où celui-ci ressurgit plus volontiers? Difficile à dire, mais depuis 10 ans, nombreux sont les actes commis contre la communauté juive et ses symboles. Cibles privilégiées, les synagogues et les cimetières. Ainsi, en décembre 83, 40 tombes seront profanées dans un bourg de la banlieue de Strasbourg. À cette époque-là, on refusait de croire à un acte antisémite. Moi, je crois d'abord que ce sont des actes de vandalisme. Novembre 84, 64 tombes sont détruites à coups de masse dans le cimetière de Nice. Mai 87, c'est au tour du cimetière de Cré, en Haute-Saône, de faire l'objet de déprédations. Avril 88, Wetersweiler, 90 tombes sont saccagées par 3 adolescents.
Mai 88, 60 stèles sont détruites dans un cimetière du Bas-Rhin. Néo-nazis, skinheads ou adolescents paumés, toujours la même haine. Celle qui détruira plusieurs synagogues en 89, comme ici, à Rouen. Celle qui, à Carpentras, vient de franchir un nouveau stade dans l'horreur de cette sinistre litanie. Je faisais tout à l'heure allusion au non-dit et on a écouté, on a entendu Pierre Joxe. Tout le monde, tous les hommes politiques pensent à l'un d'entre eux, Jean-Marie Le Pen, même si personne ne prononce son nom. Jean-Marie Le Pen le sait, il a tenu à réagir au cours d'une conférence de presse cet après-midi. Réaction de Daniel Sportillo, recueillie par Daniel Sportillo. Je considère qu'on nous fait là un procès tout à fait injuste, un véritable procès de sorcière. Is fecit qui prodest. Celui-là l'a fait, à qui cela profite. Cela devrait en tout cas écarter le Front National. Hein? On ne voit pas le Front National faisant quelque chose d'aussi ignoble pour déclencher contre lui l'unanimité de ses adversaires. Eh bien, moi je pense qu'il faut tout de même chercher, soit du côté des communistes, qui semblent être les maîtres d'œuvre de toute cette opération, avec leur courroie de transmission, le MRAP. C'est eux qui ont mis en œuvre la loi, la proposition de loi. C'est eux qui ont animé les manifestations hostiles à ma présence à l'heure de vérité. Et c'est eux qui essayent d'orchestrer la réaction d'indignation populaire autour des affaires de Carpentras. Mais ce pourrait être aussi des mouvements subversifs islamiques, dont on sait qu'ils ne portent pas spécialement dans leur cœur les juifs, n'est-ce pas? La vivacité des réactions des unes et des autres illustre en tout cas le climat politique qui règne en France, un climat sur toile de fond raciste ou sur toile de fond violente. Un homme a tenu à y faire allusion, un homme qui a tenu à se rendre ici, dans le cimetière juif de Carpentras. Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, témoignage recueilli par Jean-Michel Destan. J'imagine qu'il s'agit d'une action organisée, préméditée. Il y a quelque part des gens ici en France, comme un peu partout, qui ne peuvent pas admettre que des Juifs, vivants ou morts, soient en paix. Or, ce qui nous touche ici, cet endroit, c'est la paix. C'est un cimetière très beau. Est-ce la raison pour laquelle ils ont choisi cette paix? De très nombreux hommes politiques de droite et de gauche sont venus ici se recueillir dans le cimetière juif de Carpentras. Nous les entendrons peut-être tout à l'heure, mais il y a eu aussi d'autres réactions politiques à Paris que vous avez recueillies, Élise. Oui, aujourd'hui, PC, PS, UDC, UDF, RPR et FN, tous les milieux politiques condamnent de manière unanime la profanation des tombes de Carpentras. On l'a vu, certaines personnalités ont tenu à se rendre sur les lieux et tous, même à Paris, ont réagi, à commencer par 1 minute de silence à l'Assemblée nationale. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise. Minute de silence à l'Assemblée nationale, suspension de séance au Sénat. L'ensemble de la classe politique a condamné toute la journée l'acte odieux de Carpentras. Ce sont à la fois des actes qui touchent une communauté importante de notre vie nationale et en même temps qui profanent les tombes des morts. Et nous avons pensé à la région d'Auvergne que la meilleure façon de manifester notre solidarité, c'était de contribuer nous-mêmes à la restauration des tombes profanes. La montée de l'intolérance dans notre pays depuis une dizaine d'années oblige tous les hommes politiques à s'interroger sur leurs propres responsabilités. Ont-ils toujours fait tout ce qui était nécessaire pour empêcher le développement de ce fléau? Alors le monde politique est unanime, on l'a vu au moins dans la condamnation de cette profanation. Alors Michel Lemerle, question, les hommes politiques oublieraient-ils eux aussi leurs vieux démons? Oui, le premier jour était avant tout marqué par l'indignation et on le comprend. Aujourd'hui s'y ajoute une sorte de prise de conscience. Finalement, Carpentras, c'est l'horreur qui s'ajoute à l'inacceptable. Mais l'inacceptable, il est là au quotidien. On le trouve à travers un slogan, un tract, des déprédations.
Et on s'aperçoit que depuis quelques années, effectivement, les signes de l'antisémitisme sur fond de crise se multiplient en France. Et on prend conscience que le racisme, au fond, est une sorte de longue chaîne où chaque maillon, même apparemment le plus anodin, a son importance. Et que chaque propos d'exclusion, chaque propos de haine ou d'acceptation de thèses révisionnistes accentue, prolonge, enrichit cette chaîne. Alors la classe politique montre du doigt ceux qui mettent des bûches de temps à autre sur le brasier de l'antisémitisme. Et Jean-Marie Le Pen est vraiment isolé quand il évoque des thèses sur les machinations. Mais on a vu ces derniers mois que s'esquissait une sorte de front du refus, un consensus sur l'antiracisme qui allait du PC au RPR, mais il a été constamment brouillé par des préoccupations tactiques. Je crois qu'on est en droit aujourd'hui d'attendre de nos hommes politiques que ces préoccupations tactiques s'effacent derrière le mur du cimetière de Carpentras. On en perçoit les premiers signes. Par exemple, Gérard Longuet, qui n'est pas complaisant à l'égard de la gauche, demande que l'on retourne à la table ronde sur l'immigration. C'est un premier signe, il y en aura d'autres dans les prochains jours. Merci Michel. Voilà pour les réactions politiques et vous l'imaginez, le monde religieux dans son ensemble a lui aussi dénoncé l'horreur de cet acte. Le cardinal Lustiger a demandé une journée de pénitence et de jeûne aux communautés contemplatives. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris condamne de toutes ses forces cet acte criminel. Enfin, le père Di Falco a estimé ce matin que les discours qui exacerbent le racisme sont indignes des hommes politiques. Mobilisation énorme dès aujourd'hui avec des manifestations partout en France et en province aussi. En province, mais aussi à Paris, où un millier de lycéens et d'étudiants se sont recueillis spontanément devant le mémorial juif. Ce soir, la communauté israélite s'est donné rendez-vous à la grande synagogue de la Victoire à Paris pour prier, où on rejoint tout de suite Morad Eitabouche. Si tout au long de la journée, les réactions se sont multipliées, les mots se sont bousculés pour condamner cet acte, horreur, nausée, dégoût, révulsion, colère, ici à la synagogue de la Victoire, un seul discours, une seule réponse, le silence, le recueillement. Michel Rocard, le Premier ministre, est venu témoigner sa solidarité au grand rabbin et à la communauté israélite. Il n'a pas dit un mot. D'autres personnalités sont attendues, des centaines de personnes sont encore à l'intérieur, elles prient. Dans moins de 20 minutes, à la tombée de la nuit, ce sera le Shabbat. Plus que jamais, un jour férié de recueillement. Enfin, dernière information, les organisations juives, laïques et religieuses ont appelé à une marche silencieuse. Mercredi à 19 h, rendez-vous place de la Concorde. Le cortège se rendra ensuite à la synagogue de la Victoire, ici même, où un office sera célébré. L'émotion est à son comble, on vient de le voir dans la communauté juive. Pour preuve encore, cette rencontre ce matin entre les élèves du lycée Turgot et deux ex-déportés d'Auschwitz. Pour ces jeunes, une seule réaction, l'incompréhension. Reportage, Ambroise Perrin. Mes parents, qui n'avaient même pas 50 ans, j'ai vu mon frère qui avait 19 ans, j'ai vu ma sœur qui était sa jumelle, 19 ans aussi, passer au four crématoire. Ils avaient leur âge en 1944. Ils étaient élèves au lycée Turgot, dans le 3e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, ces deux rescapés d'Auschwitz tiennent à apporter leur témoignage. Au cœur du Marais, au lycée Turgot, le tiers des élèves et des professeurs sont de confession israélite. Ce débat est né spontanément ce matin dans la cour de récréation. Plus que l'indignation, c'est l'incompréhension et la peur du retour de l'antisémitisme. Ils ont eu la guerre, et la révolte, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Il n'y a pas de mots pour dire ça en fait. C'est horrible, c'est horrible. Dans les lycéens, les jeunes peuvent changer quelque chose. Sûrement, sûrement. Mais quand ils voient les aînés agir comme ils le font, moi à leur place, si j'avais leur âge, je ne serais pas très fier des gens de notre âge. Enfin, un dernier point sur cette affaire, un point historique, le choix de Carpentras pour cette odieuse profanation n'est certainement pas un hasard. La ville est en effet un véritable symbole pour la communauté juive. C'est l'un des berceaux de la civilisation juive en France. Explication, Anne Gourou. Carpentras, berceau du judaïsme français, première ville d'adoption de la communauté juive dès le début de l'ère chrétienne. Une communauté renforcée 14 siècles plus tard par l'arrivée des expulsés du royaume de France. Un certain nombre de réfugiés vont alors s'installer à Avignon, Carpentras, Cavaillon et l'Île-sur-Sorgue. Ces 4 communautés, qu'on appelait les 4 saintes communautés, étaient placées en effet sous domination pontificale. Les juifs étaient donc des juifs du pape, et même s'ils étaient astreints au port d'insignes distinctifs, ils pouvaient vivre, exercer leur culte.
Malgré la protection papale, la communauté juive de Carpentras, tolérée sans être intégrée, a souvent été la proie de persécutions diverses. Accusés d'avoir propagé la peste en 1343, les Juifs sont victimes 100 ans plus tard d'un premier pogrom. C'est la naissance de la Carrière, le ghetto dans lequel la communauté est bouclée chaque soir. Exclus de la plupart des professions, condamnés au port du chapeau jaune au XVIe siècle, les Juifs doivent encore s'incliner devant l'évêque de Carpentras. La plus vieille synagogue de France est jugée trop belle et surtout trop haute, elle sera en partie rasée. Arrive enfin la Révolution française. Les descendants des Juifs du pape deviennent citoyens à part entière et désertent progressivement la région. Reste la tradition, beaucoup reviennent encore se recueillir et se faire enterrer dans la ville qu'ils considèrent comme la Jérusalem de France. Le reste de l'actualité maintenant avec la Roumanie où la situation est toujours tendue à quelques jours des élections. Le climat s'alourdit aujourd'hui. 2000 partisans du Front de Salut National ont manifesté à Bucarest, mais dans le même temps, les Américains rappelaient leur ambassadeur. Ils estiment que les conditions de la démocratie ne semblent pas réunies. Francine Raymond. Bucarest ce matin, 2000 Roumains manifestent leur attachement à la tenue d'élections le 20 mai prochain. Contrairement à ceux qui occupent la place de l'université depuis presque 2 semaines, ils pensent eux que seul le programme du Front de Salut National apportera la prospérité au peuple roumain. Ils demandent à leurs dirigeants de ne pas céder aux pressions des groupes minoritaires et apolitiques. Mais alors que se déroule cette contre-manifestation, un des 3 partis d'opposition, le Parti national paysan, décide de se retirer de la coalition gouvernementale pour protester contre les agressions et intimidations dont ont fait l'objet ces derniers jours les leaders de l'opposition. Enfin, le gouvernement américain rappelle pour consultation son ambassadeur à Bucarest, faisant état d'irrégularités dans le déroulement de la campagne. Dans 10 jours doivent avoir lieu les premières élections libres en Roumanie. Depuis cet après-midi, la télévision roumaine n'est plus sous l'autorité du seul Front de Salut National. C'était l'une des principales revendications des manifestants de la place de l'université. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France et à l'étranger. Pascal Justice. Au moins 18 morts et 16 blessés dans un accident d'avion au sud-est du Mexique. L'appareil transportait des pèlerins qui allaient voir le pape. Il s'est écrasé en atterrissant. On compte parmi les victimes un évêque et des fonctionnaires du gouvernement mexicain. Autre accident d'avion aux Philippines, cette fois, un Boeing 737 a pris feu au décollage à Manille. Bilan provisoire, 7 morts et 80 blessés, dont 22 grièvement. On ignore encore les causes de l'explosion à l'origine de l'accident, mais l'hypothèse d'un attentat n'est pas exclue. C'est ici, dans les cités de la Courneuve, en région parisienne, que les policiers du raid ont tiré et tué un forcené. Dominique Coé avait 48 ans. Il avait menacé sa femme avec une arme. Elle avait réussi à s'enfuir et à prévenir la police. Toute la nuit, les négociations ont échoué. Alors au petit matin, les policiers sont entrés de force. L'homme en a blessé 4 aux jambes. Ils ont riposté. Un nouveau mouvement écologique est né. Il s'appelle Génération Écologie. Son fondateur, Brice Lalonde, explique ses motivations. Je suis pour agir, pas pour gémir. Voilà. Et moi, je ne suis pas pour l'écologie boudeuse, n'est-ce pas, qui va se retirer dans sa tente en disant « je suis contre tout, débrouillez-vous ». Pas du tout. Il faut agir. Je suis pour l'écologie réaliste et constructive. Son objectif est de se battre pour des causes, dit-il, et de présenter des candidats aux élections, même si... Comment est-ce que je peux vous me garantir qu'il n'y a pas la main du président de la République dans la culotte de Génération Écologie? Je ne peux pas. C'est comme ça. Voilà. Point. Clôture aujourd'hui du congrès sur l'eau qui réunissait à Paris les maires de France. Michel Rocard est venu soutenir leur action. Il s'engage à aider à la modernisation des systèmes en place pour la distribution d'un bien devenu rare, l'eau. Au Festival de Cannes, après la grande soirée d'ouverture hier sur la 3, présentation aujourd'hui du film de Monica Vitti, Scandalo Segreto. Monica Vitti, réalisatrice pour ce film projeté en ouverture de la sélection. Un certain regard. Reportage Dominique Poncet, Philippe Basquin. La Vitti à Cannes. La Vitti à Cannes, et cette fois-ci pas en tant que simple comédienne, mais en tant que créateur à part entière. Et elle était visiblement émue, la muse d'Antonioni, de présenter son film, son bébé, comme elle dit, puisqu'elle le porta pendant exactement 9 mois, et qu'aujourd'hui, ce nouveau-né concourt pour la Caméra d'Or. Jamais je pensais de faire un film complet. Mais pendant une tournée de théâtre très longue, 3 ans, on a 2 heures de l'après-midi dans une ville qui est parisienne. Et alors, je commençais à écrire des dialogues entre une femme, un homme et une petite bagarre. Je demandais à Roberto s'il s'intéressait, il a dit oui. Quand
conta invece, conta moltissimo, hai capito? Moltissimo conta! Moi, je savais que toute l'opération c'était un risque. Et Roberto Russo aussi le savait. C'était un risque, moi je pouvais bien le faire. On m'avait proposé un film avec Sordi en même temps. On m'avait proposé. Et là, c'était Comencini. Et je dis, non, je suis en train d'écrire une petite histoire, un film très intime, très privé. È che io non posso dormire sola. Ho paura quando lui non c'è. E dormo con la luce accesa. Ah, non basta. En fait, une histoire d'amour entre aussi une femme et une caméra. Et il y en a plusieurs là tout le temps avec ça. Perché? Perché ti sei messa col pollo? Perché ci sei andata a letto? Ma perché? Scandale secret, c'est une histoire d'amour banale, ébranlée un matin par une intruse qui voit tout, entend tout et révèle tout. Une intruse qui, vous l'avez compris bien sûr, n'est rien d'autre qu'une caméra. Voilà pour l'essentiel de l'actualité parfois très lourde de ce vendredi. Pour refermer ce journal, nous rejoignons tout de suite Paul Amar en direct du cimetière de Carpentras pour un dernier point sur l'enquête. Paul. Oui, et pour deux témoignages que je voudrais vous faire entendre. Celui tout d'abord de Harlem Désir, le président de SOS Racisme qui a tenu à se déplacer ici. Annie Almarchal lui a demandé si cet acte n'était pas l'illustration de l'échec de la lutte antiraciste. Témoignage. C'est évident que pour toute notre société, sur le plan moral, c'est une forme d'échec. Alors, pour l'instant, ce sont des comportements très marginaux. Je crois que c'est probablement des esprits les plus faibles qui se laissent entraîner à ce genre d'actes, mais il y a un contexte qui l'a favorisé. La banalisation de propos racistes, des petites phrases antisémites qui ont été distillées à petite dose progressivement, de calembours en négation de l'existence des chambres à gaz. Et effectivement, on en arrive aujourd'hui à des comportements odieux et complètement immoraux. Et je crois qu'il doit y avoir d'abord une sanction exemplaire pour les auteurs, dont nous espérons qu'ils seront évidemment arrêtés, mais par ailleurs une réponse éducative et morale surtout. Second témoignage, celui de Marc Rochman, président de l'Union des étudiants juifs de France, qui a tenu à se déplacer. Vous comptez prendre des initiatives ? Oui, totalement. Avec l'ensemble de la communauté juive et avec toutes les organisations antiracistes, nous appelons à une grande manifestation qui ira de la place de la Concorde jusqu'à la synagogue de la Victoire, mercredi prochain à 19 h. Je voudrais dire que j'appelle vraiment tous les Français à descendre, parce que dans ma vie d'étudiant, en tant que militant de l'Union des étudiants juifs de France, c'est la deuxième fois que je ressens une telle émotion, une émotion vraiment très très profonde. La première fois, c'était le détail, et là, on a assisté depuis à une banalisation des mots. Aujourd'hui, on a l'acte. Attendra-t-on d'assister à une banalisation des actes? En un mot, est-ce que vous avez la tentation de céder à la violence? Un mot. Absolument pas. Je crois que ce serait le meilleur moyen de faire le jeu de ceux qui ont commis cet acte odieux. Merci Marc Rochman. Je crois que votre réaction illustre le sentiment que tout le monde éprouve, que toute la société française éprouve, que toute la classe politique éprouve. Vous avez entendu Pierre Jox tout à l'heure. C'est l'aveu, la classe politique a le sentiment, elle le reconnaît, d'avoir joué avec le feu. Elle fait la promesse de ne plus s'opposer sur ce terrain miné qui s'appelle le racisme, qui s'appelle la haine. Les Français ont entendu aujourd'hui les hommes politiques. Ils leur rappelleront peut-être cette promesse faite aujourd'hui, 2 jours après cet acte barbare. C'est la fin de l'édition spéciale du 19-20 que nous avons tenu à vous présenter en direct du cimetière de Carpentras, grâce à notre station de Marseille, grâce à TDF et grâce à toutes les équipes de la 3. Bonsoir, à lundi 19 h. Ce soir, Marc Hautement à 22 h 15. Bonsoir.